Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit les recherches ésotériques avec au menu un mystique, Luke Robinson. Pourquoi mystique? Parce que récemment, à force de parler un peu avec des nouveaux joueurs à droite à gauche, beaucoup de personnes me disent que ils commencent avec les survivants notamment parce qu'ils trouvent ça simple, moins trucoïde, moins lourd aussi à gérer que les mystiques. Et c'est vrai que je me suis dit que les mystiques pouvaient paraître pour certains joueurs un peu effectivement lourds, complexes, etc. Et j'ai donc décidé de m'attaquer à Luke Robinson, qui est connu pour être un de ces investigateurs un peu trucoïde, un peu complexe, difficile à cerner, pour montrer à quel point en fait on se fait une fausse idée, en tout cas une idée un peu trop complexe de l'investigateur, et aussi évidemment pour vous encourager à le jouer parce que c'est un investigateur extrêmement puissant. Alors, comme d'habitude, voilà, on va présenter rapidement l'investigateur et parler des cartes qui iront bien avec lui, plus un petit outsider. Luke Robinson, c'est le mystique de la boîte des dévoreurs de rêves, et c'est d'ailleurs le rêveur qui a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 2 en force et 3 en agilité avec les traits rêveur, vagabond et voyageur. Vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu, on verra par la suite ce que c'est. Sa capacité, à chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. On reviendra rapidement par la suite sur cette notion de comme si vous étiez dans un lieu connexe. Son Elder Sign +1, placez une charge sur la boîte à portail. Il a 5 en points de vie et 9 en santé mentale. Sa construction de deck, c'est un biclassage dit classique, mystique 0 à 5, chercheur 0 à 2, un biclassage qui est très puissant, à n'en point douter. Sa carte signature, la fameuse boîte à portail avec laquelle Luke Robinson commence en jeu. Vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu, et pour autant on voit que c'est un soutien qui coûte 3, donc si jamais la boîte à portail venait à quitter le jeu, vous pourriez être en mesure de la rejouer moyennant 3 ressources. Et du coup avoir de nouveau ces 3 charges de rempli une fois que vous l'aurez rejoué. Charge à vous de voir comment est-ce que vous pouvez remonter dans votre main ou défausser la boîte à portail pour la récupérer par la suite. Quoi qu'il en soit, elle a les traits objet et relique, assez intéressant comme trait d'ailleurs, on pense notamment au sac à dos. En activation gratuite, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, et je dis bien chaque ennemi, cherchez le portail onirique Merveilleux Voyage, parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Donc c'est une façon un peu de venir avoir un panic button, une solution de sortie, une solution de secours, si jamais on est engagé avec trop d'ennemis, notamment au vu de sa faible valeur en points de vie. Sa faiblesse signature, détachée de la réalité, c'est une folie qui a le texte suivant, révélation, si le portail onirique Merveilleux Voyage est déjà en jeu, retournez-le, sinon cherchez le portail onirique Futile Réalité parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Dans les deux cas, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers le portail onirique. Le portail onirique, qu'est-ce que c'est? Eh bien le voici, à gauche le merveilleux voyage, à droite la futile réalité. Le merveilleux voyage a 1 de valeur occulte et 0 indice dessus, contrée du rêve pour les deux. Évidemment à chaque fois, lié pour l'un, la boîte à portail liée à détacher la réalité pour l'autre. Le portail merveilleux voyage, il est connexe à chaque autre lieu révélé et vice versa. Et vraiment à chaque autre lieu révélé. Et vice versa. Les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique. Forcez à la fin de la phase d'investigation, et non pas à la fin de votre tour, c'est bien la phase d'investigation, c'est pas la même chose. Mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Le portail onirique future réalité, en réaction, après avoir enquêté avec succès dans le portail onirique, retournez-le. Attention, 6 de valeur occulte, aucun indice dessus. Donc c'est une enquête difficile, à perte. Forcez à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu, si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé, et il subit 2 horreurs. Voilà, donc si on n'arrive pas à faire une enquête sur le portail onirique futile réalité, on ne pourra pas en sortir, ou on ne pourra pas, en tout cas, le retourner vers sa face merveilleux voyage, et donc Luke sera obligé, contraint, forcé, de se déplacer dans un lieu révélé à la fin de la phase d'investigation, mais de subir aussi 2 horreurs, chose qui n'est pas forcément très embêtante au vu du nombre de points de santé mentale dont il dispose. Rapidement,
Luc brille par sa mobilité, entre guillemets, ubiquité. Donc le don d'ubiquité, c'est le fait d'être à 2 endroits en même temps. On dit ça grâce à sa capa, en fait, à chaque tour, vous pouvez jouer un événement depuis votre main comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Il a un pool de cartes très intéressant, hein, on l'a dit. 0 à 5 pour mystique et 0 à 2 pour chercheur. Déjà la classe chercheur est très forte, avec beaucoup de possibilités, pas mal de pioches, pas mal de ressources, de l'enquête évidemment. Et les mystiques, quelque part, au fur et à mesure que la collection grandit, ils ont quand même des solutions très intéressantes et tendent à pallier petit à petit à leurs écueils du début de collection, c'est-à-dire peu de ressources et peu de pioches. Évidemment, on l'a dit, la boîte à portail constitue un panic button des plus intéressants et très bon en matière de gain d'action, notamment couplé avec sa capacité, encore une fois, jouer un événement comme s'il était dans un lieu connexe. Dans le lieu connexe, sachant que le portail est connexe à tous les lieux révélés. Super intéressant. Comme faiblesse ou comme limite, on peut bien entendu évoquer la valeur de santé de Luke Robinson. 5, c'est pas beaucoup. Selon les campagnes, ça peut être problématique. Évidemment, peut-être un problème de gestion de ressources, parce que son build, voulant mettre en avant beaucoup d'événements, il va avoir besoin de beaucoup de ressources pour jouer ces événements. Et enfin, on peut penser à la problématique des charges sur la boîte à portail, parce qu'on va vouloir en abuser. Donc bon. Fort de ces premiers constats, on va rapidement glisser vers la FAQ, juste pour faire un rapide rappel sur cette règle du comme si. Alors, cette règle du comme si, elle est un peu complexe, elle est souvent décriée, elle est parfois incomprise. Globalement, dans la FAQ, moi je trouve qu'elle est relativement bien expliquée. Je ne vais pas vous lire tout le texte ici, je vais prendre l'exemple qui en plus traite de Luke Robinson et qui est quand même assez parlant. Donc, Luke Robinson veut jouer les croquis absurdes. C'est une carte chercheur qui vous permet de piocher 3 cartes s'il y a un indice dans votre lieu. Mais dans le lieu où il se trouve, il n'y a pas d'indice. Un lieu adjacent possède un indice, il utilise donc sa capacité pour jouer les croquis absurdes comme s'il était dans ce lieu et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. L'état de la partie est considéré comme altéré pendant toute la durée où il joue les croquis absurdes, c'est-à-dire à partir du moment où il commence à payer le coût de la carte. Depuis son initiation, le coup de la carte, jusqu'à sa résolution, le fait qu'il ait pioché ses cartes et que les croquis absurdes soient défaussés. Cela signifie entre autres que, d'abord, s'il y a un ennemi dans ce lieu, le lieu connexe, Luke subit une attaque d'opportunité. B. Si ce lieu possède une capacité qui altère le coût pour jouer la carte, il doit le payer. Imaginons, pour jouer un événement dans ce lieu, vous devez utiliser une ressource en plus. Eh bien, il devra payer une ressource en plus. Et du coup, non pas 2, mais 3, si mes souvenirs sont bons. Et C. D'autres capacités de cartes peuvent se déclencher quand Luke pioche une carte ou plusieurs cartes. Et ça se fera en considérant qu'il est dans ce lieu connexe et engagé avec cet ennemi. Je sais pas, imaginons que dans le lieu, il y a un effet qui dit quand vous piochez une carte dans ce lieu, vous subissez un dégât, et bien vous subissez un dégât. Bon. Après que Croquis absurde a été résolu et placé dans la défausse, Luke n'est plus considéré comme étant dans ce lieu, ni engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Voilà. Pour revenir là-dessus, je rentre pas plus dans le détail que ça. Si jamais c'est nécessaire, on fera peut-être un discerner l'impensable sur cette règle du comme si, pour essayer d'approfondir un peu, voir les différents cas de figure, mais c'est pas l'objet de la vidéo ici. Donc on va avancer. On va donc parler des cartes qui vont bien avec Luke Robinson, et on va commencer par une carte, on va dire Stample, une carte qui est un peu, on va dire, bonne à tout faire, qui est dans quasiment tous les decks chercheurs et dans beaucoup de decks qui peuvent l'inclure. On va parler de raccourci pour aller par-delà les limites de la boîte à portail, puisque comme c'est écrit, la limite du portail c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser la capacité dans des lieux révélés. Puisque le portail n'est connexe qu'aux lieux révélés et non pas aux lieux non révélés. Ce qui fait que Luke ne pourra pas utiliser potentiellement, se déplacer déjà dans des lieux non révélés depuis le portail, attention, et potentiellement utiliser peut-être des événements sur ces lieux non révélés, si besoin il y avait. Pourquoi raccourci est intéressant avec Luke plus qu'avec d'autres? Pour ça, on va imager, je vais prendre un exemple qui sera tout de suite plus parlant. Imaginons la situation suivante, les joueurs reconnaîtront la disposition de la carte d'activité extrascolaire, avec comme dos de cartes joueurs les lieux déjà révélés, et comme dos de cartes rencontres les lieux non révélés. J'ai pas mis les lieux parce que c'était lourd, et en plus ça refait un peu de spoil pour ceux qui connaissent pas forcément le scénario par cœur.
Imaginons la situation suivante avec notre cher Luke Robinson, aux prises avec ce magnifique vassal du rôdeur, ou entre autres on va dire un shogot, pour moi ça ressemble vachement à un shogot ce truc. Et du coup, bon bah Luke est assez embêté. Ce qu'il va faire évidemment, c'est qu'il va dépenser une charge de sa boîte à portail pour se désengager du vassal du rôdeur, se déplacer dans son portail onirique. Et évidemment ça c'est gratuit, pas d'action. Par la suite, le vassal du rôdeur étant chasseur, afin de mettre un peu de distance et de gagner, on va dire, un peu en tempo, Luke se dit « je vais jouer raccourci sur ce lieu central ». Luke jouant raccourci sur ce lieu central, il est comme si il était dans ce lieu central, dans ce lieu connexe au portail, parce que révélé. Ce qui fait que Luke jouant le raccourci comme s'il était dans ce lieu, il va pouvoir, à partir du raccourci, se déplacer de ce lieu, tout en étant à l'origine dans la boîte, dans le portail onirique, se déplacer dans le lieu non révélé. Ce qui fait que, en somme, ici, Luke se sera désengagé du vassal du rôdeur, et se sera déplacé de 2 lieux, et tout ça sans action. C'est super fort. En termes de compression d'action, de tempo, de mobilité, c'est super fort. Mais c'est pas tout. Une particularité sur cette règle du comme si, en application avec raccourci. Imaginons que dans ce lieu central, où nous avons joué raccourci, il y avait un Thrall qui nous attendait. Luke joue raccourci comme s'il était dans le lieu. Néanmoins, le raccourci est une carte rapide, qui n'engendre donc pas d'action, qui fait donc en sorte que l'ennemi n'engage pas Luke Robinson, l'ennemi n'effectue pas d'attaque d'opportunité sur Luke Robinson. Ce qui fait donc, par effet d'imbrication, que Luke ne se retrouve jamais avec le Thrall dans sa zone de menace. Et donc, en jouant raccourci de cette façon-là, depuis le portail onirique sur ce lieu central avec le Thrall, Luke n'est jamais engagé par le Thrall. C'est voilà, une petite subtilité qui vient pas contredire ce qu'on a lu dans la FAQ auparavant, mais qui est une subtilité, parce que le Thrall n'est jamais dans la zone de menace, n'est jamais engagé avec Luke, ce qui fait que non seulement on se sera désengagé du vassal, on se sera déplacé de 2 lieux, mais en plus on aura évité l'engagement et une attaque d'opportunité aussi du Thrall. Franchement Luke, la téléportation, ça marche super bien. Mais au-delà de ça, en plus de ce raccourci niveau 0, je vous laisse méditer quant à l'ensemble des possibilités que nous offre le raccourci de niveau 2, et notamment au travers de scénarios comme le musée Miskatonic, si jamais vous arrivez à accrocher un raccourci niveau 2 sur le hall du musée. Là, je peux vous dire, Luke ne verra pas l'aurore chasseresse de toute la partie. Franchement, en termes de mobilité, de gain d'action, Luke, il vous pliera le scénario, notamment grâce à sa capacité d'enquête, en moins de 2, sans que l'aurore chasseresse ait pu faire quoi que ce soit, si ce n'est quand il sera arrivé dans la salle à accès restreint, bon ben voilà, devoir la gérer pour la déplacer d'un lieu ou deux. Franchement, avec ce raccourci niveau 2, Luke, il est au calme. Alors après, voilà, il faut un scénario avec un lieu central. Mais bref, au-delà du coup de raccourci, évidemment, on peut penser à d'autres cartes, notamment, celle qui me paraît la plus intéressante, c'est l'appel de la vérité, cet événement qui nous est arrivé avec Innsmouth. Alors, la limite par rapport au raccourci, c'est que vous n'allez pas avoir une action rapide. Là, pour le coup, c'est une vraie action, c'est se déplacer. Néanmoins, le se déplacer concerne un lieu non révélé. Choisissez un lieu non révélé, déplacez-vous un lieu à la fois par le plus court chemin en direction de ce lieu. Ce qui fait que Luke, depuis son portail, il choisit de jouer l'appel de la vérité depuis un lieu révélé connexe. En choisissant un lieu non révélé, et bien, il va pouvoir se promener sur toute la map. Il peut même décider d'ailleurs de jouer l'appel de la vérité depuis le portail onirique. Celui-ci étant connexe au lieu révélé, il sortira tout simplement du portail grâce à l'appel de la vérité, sans avoir à utiliser sa capa. Donc, très très intéressant, encore une fois, vous venez de vous désengager avec un ennemi, vous utilisez l'appel de la vérité depuis le portail onirique, et vous vous baladez sur une carte assez large pour semer le fameux chasseur pour pas qu'il vienne nous embêter. Franchement, très très fort, par-delà les limites du portail. Évidemment, voilà, mobilité, tempo, plus, il n'y a rien à dire, c'est propre. Prochaine chose dont il faut parler avec Luke, et qui est alors évidente, mais qui n'est pratiquée que par certains joueurs un peu aguerris, c'est la fameuse barricade que j'ai surnommée ici The Wall.
Pourquoi The Wall? Parce que la barricade vous permet, en attachant la carte à votre lieu, d'empêcher les ennemis non élites de s'y déplacer. Par contre, quand un investigateur quitte le lieu attaché, de défausser la barricade. Évidemment, la première utilisation, c'est de poser la barricade en étant dans le portail onirique pour, dans le cas de scénario fermé, d'avoir une barrière à chasseurs. Qu'est-ce qu'un scénario fermé? C'est un scénario soit linéaire, comme le train dans Dunwich. Vous placez la barricade, les chasseurs non élites ne pourront pas aller au-delà de cette barricade, et donc ils seront défaussés avec les wagons. Ou alors un scénario avec très peu de lieux et peu de connexions entre les lieux. Voilà. Et dans le cadre de scénarios ouverts, voilà, des grandes cartes comme dans les confins de la Terre par exemple, eh bien, c'est quelque chose qui va engendrer un retardement pour les chasseurs, ils vont devoir le contourner. Alors vous allez me dire en multi, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en multi, sur un scénario fermé, ça va faire casser la barricade, sur un scénario ouvert, ça va aussi obliger les autres joueurs de faire des détours. Donc quelque part, on n'y gagne pas tant que ça. Et c'est là que rentre la deuxième carte qui va très très bien avec barricade et Luc, notamment en multi, c'est l'ouverture de portail, cet événement qui coûte 1, qui a le trésor, qui est une myriade en plus, on peut en avoir 3 dans son deck, et qui est rapide. Cette carte a tout pour plaire à Luc, notamment multi. On repart sur un exemple de façon à vous faire prendre conscience de l'intérêt de cette carte avec Luc en multi, avec barricade, ouverture de portail à 2 ou 3 joueurs, voire carte. Les joueurs reconnaîtront une autre disposition caractéristique d'un scénario fort complexe et assez embêtant, décisif pour une certaine campagne. Nous avons notre duo de choc avec Luke Robinson et Skitz O'Toole. Ne me demandez pas ce que Skitz fait dans cet endroit. Il s'est un peu perdu. Bref, encore une fois, les cartes ados de cartes joueurs sont les lieux révélés. Les cartes ados de cartes rencontres sont les lieux non révélés. Bon, voilà, c'est un exemple. Peut-être que ce sera pas comme ça dans une partie en réel, mais bon, vous comprenez. Luke et Skitz doivent se rendre sur le lieu tout en haut, le lieu non révélé tout en haut, pour pouvoir finir la partie. Et pouvoir abandonner notamment, on le sait bien. Évidemment, au début de partie, Luke a été assez intelligent et assez prévoyant pour placer une ouverture de portail juste à côté, dans le lieu connexe de ce lieu non révélé. Ce qui fait que là, au cours de son tour, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais dans tous les cas, voilà, sans forcément avoir d'action particulière, en rapide, il joue une ouverture de portail dans le lieu, il utilise une charge de sa boîte à portail pour partir dans son portail onirique, et si jamais vous avez un certain nombre de petits désagréments avec des voisins pas très conciliants, quelques petits chasseurs, des monstres, ce genre de choses, vous pouvez de façon assez aisée placer une barricade sur ce lieu central avec la capacité de Luke Robinson. Ce qui fait que les ennemis non élites ne pourront pas s'y déplacer, et vous avez donc sanctuarisé les 2 lieux qui sont le plus au nord de la map. On va dire que le tour de Luke est fini, voilà, il lui restait qu'une action pour poser sa barricade. Que nous fait Skitz? Skitz, il va tout simplement prendre l'ouverture de portail pour se déplacer dans le lieu où il y a l'autre ouverture. Tranquille, il a parcouru, 1, 2, 3, 4 lieux, 5 lieux, il a traversé 4 lieux, il a fait 5 déplacements pour une seule action, au calme. Derrière, il lui reste 2 actions. Il se déplace tranquillement dans le lieu qui doit être révélé pour finir la partie. Il fait ce qu'il a à y faire si jamais il y a besoin de quelque chose. Fin de la phase d'investigation. Luke arrive dans le lieu révélé que Skitz a ouvert. Voilà, parfait. Alors évidemment, voilà, si Luke avait eu plus d'actions, il aurait pu tout simplement prendre lui aussi l'ouverture de portail et monter. Mais là, on prend le cas où il y a des choses à faire dans les lieux. Il y a peut-être besoin de faire quelques actions là où il y a la première ouverture de portail, il y a beaucoup de chasseurs, bref, vous l'avez compris. Mais là, on voit la compression d'action de dingue pour venir pallier des grandes distances au sein de cartes et de scénarios un peu complexes à gérer. Alors, prochaine carte avec Luke Robinson, il s'agit de Diana Espérance. Alors, Diana Espérance, c'est un allié qui est assez peu JT, qui coûte 4, qui est de niveau 3 quand même, avec 2 icônes de volonté, qui a les traits alliés en sorceleur, utilisation 3 secrets, en capacité gratuite, attaché à un événement sort non faiblesse de votre main Diana Espérance, limite d'un événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main, il n'est pas placé dans votre pile de défauts après avoir joué, il reste attaché, sous-entendu à Diana. En tant que coup supplémentaire pour jouer l'événement attaché, incline Diana Espérance et dépenser un secret. Elle tank 3 points de vie et 1 point de santé mentale et occupe un slot d'allié. Et j'aime bien cette petite formule toute faite. 1, c'est une occurrence. 2, c'est une coïncidence. Et 3, c'est une récurrence.
Pourquoi Diana est intéressante? Eh bien, tout simplement parce que en multi avec un ouvreur, ça va vous donner d'autant plus de facilité à utiliser des événements comme lire les signes par exemple. Vous avez une Rita qui vous ouvre, une Ursula qui vous ouvre la voie, ou autre chose, je sais pas. Un gardien qui n'a pas forcément d'ennemis à gérer au début, il ouvre 2-3 lieux, avec Diana Espérance et votre capacité. Vous avez un lire les signes d'attaché à Diana, c'est parti. Vous l'utilisez une première fois, derrière vous bougez, vous utilisez un attiré par la flamme, bref, vous avez pas mal de possibilités et vous avez notamment quelque part 3 utilisations d'un même sort. Certains parlent du sort de protection, oui pourquoi pas, néanmoins, le sort de protection, en tout cas celui de niveau 0, l'attacher à Diana avec Luke, ça ne sert à... En tout cas, ça n'a pas de grosse plus-value. Tout le monde peut le faire. Par contre, c'est sûr que j'ai plus en tête le sort de protection de niveau 2, s'il faut que l'investigateur soit dans le lieu ou pas. Je crois qu'il faut qu'il soit dans le lieu. Par contre, voilà, s'il est dans un lieu connexe et que vous avez Diana, vous utilisez un secret de Diana, vous l'inclinez, et vous pouvez annuler une carte rencontre, traîtrise, de votre camarade de jeu s'il est dans un lieu connexe. Pas mal. Quoique, c'est la capa de Luke, non, c'est à son tour. C'est à chaque tour. Donc vous pouvez pas le faire pendant la phase de mythe. Pardon. C'est à chaque tour. Donc bref, encore une fois, voilà. Utiliser un sort de protection sur Diana avec Luke, ça a peu d'intérêt. En tout cas, ça n'a pas plus d'intérêt qu'avec un autre mystique. Par contre, voilà, un lire les signes, quelque chose pour enquêter, c'est d'autant plus utile avec Luke qu'il peut l'utiliser sur un lieu connexe. Recharger les secrets de Diana, bon ça se fait, hein. Il est biclassé chercheur, il n'y a pas trop de soucis. Et par ailleurs, c'est un bon tank, puisqu'elle nous permet de tanker jusqu'à 3 points de vie, ce qui est quand même pas plus mal avec celui qui a une santé assez faiblarde, avec 5 points de vie. Ça occupe un slot d'allié, néanmoins, moi avec Luke, ce slot d'allié, je veux bien le donner à Diana sans souci. Autre possibilité, voilà, avec Luke qui aime jouer ces événements, c'est de jouer le Devermis Mysteris, le signe des étoiles noires. Ce soutien qui coûte 2, qui est de niveau 2, qui a une icône d'intelligence, qui a les traits objet, sac à dos, et livre. Pour une activation, incliner Devermis Mysteris et placer une fatalité dessus, joue un événement sort ou perspicacité de votre pile de défauts en réduisant de 1 son coût. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Ça occupe un slot de main. Livre d'autant plus intéressant avec Luke que des sorts et des perspicacités. Sort, c'est le trait le plus répandu parmi les mystiques. Perspicacité, c'est peut-être, il me semble, le trait le plus couru parmi les événements chercheurs de la collection. Bon, voilà, ça lui donne un panel de choses possibles à utiliser avec le Devermis qui est assez important. On ne pense ne serait-ce qu'à suivre son intuition et attirer par la flamme en termes de trait perspicacité. Bon, voilà, on a tout compris. Luke qui va aspirer les indices sans test, c'est super fort. Alors effectivement, ça occupe un slot de main, mais ça n'a pas de charge. Donc c'est intéressant. Mais il va falloir prévoir une gestion des fatalités, c'est certain. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai que la contrepartie de cette puissance de jeu avec Luke, au-delà du fait que vous allez réduire votre défausse et donc implicitement votre deck si jamais vous avez une grosse capacité de pioche, c'est de devoir avoir un petit module de gestion de fatalité. Bon, après voilà, avec le Devermis Mysteris, il reste en jeu, vous avez peut-être le rituel du clair de lune. Voilà, en plus il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas longtemps, de niveau 2 je crois, 1 ou 2, qui permet d'enlever toutes les fatalités d'un coup. Ça se fera de façon très intéressante. La prochaine salve de cartes, parce qu'il s'agit d'un duo, c'est Magie Véritable et l'étudiant énigmatique. Ces 2 cartes permettent à Luke d'avoir le pouvoir absolu. Non, sans déconner. La combinaison de ces 2 cartes permet en fait de recharger de façon continue la boîte à portail. Pourquoi? Parce que Magie Véritable reconstitue une charge à chaque début de round. Donc au début de la phase du mythe, Magie Véritable a systématiquement une charge sur elle. Et l'étudiant énigmatique vous permet de basculer cette charge, si besoin, si vous n'en avez plus, sur la boîte à portail. Et donc du coup, avec 2 cartes, vous avez la possibilité d'avoir une charge sur votre boîte à portail à chaque round. Alors ça fait beaucoup de slots, puisque ça fait, pour Magie Véritable, ça fait quand même un slot de main, un slot d'arcane, et l'étudiant énigmatique, ça fait un slot d'allié. Donc oui, c'est peut-être un peu lourd, néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable avec Luke, surtout voilà, si on veut abuser de cette boîte à portail. Après, c'est une question de build, on dirait Ryzen, mais c'est vrai. La magie véritable, vous avez le droit de résoudre les capacités sur les soutiens sorts dans votre main en les révélant de votre main. Traitez magie véritable comme s'il s'agissait du soutien révélé.
J'insiste, c'est bien un soutien sort, c'est pas un événement, c'est bien dommage. Ça concernerait les événements, ce serait oufissime, notamment avec Luc, oufissime. Là, il ne concerne que les soutiens. Donc bon, il s'agit pour Luc d'avoir un deck avec beaucoup d'événements, 2 à 4 sorts en soutien. On peut penser à de quoi enquêter, peut-être une brume de Harlier, à voir. Et ça suffira. Parce que si vous avez plus de charge sur votre boîte à portail, ben magie véritable, moyennant, bon voilà, les 5 XP, mais vous allez pouvoir l'abonder à chaque round. Et si jamais vous n'avez pas besoin parce qu'il vous reste encore des charges, ou vous n'en avez juste pas besoin, eh bien vous pouvez utiliser la charge pour employer un des sorts soutien que vous avez en main. C'est quand même très très sympa. Par ailleurs, petit bonus, l'étudiant énigmatique fonctionne très bien avec Diana si vous avez un charisme, puisqu'il va permettre de déplacer ses propres secrets vers Diana Espérance. Alors vous allez me dire, oui mais bon, l'étudiant, c'est quand même pas ouf, dans le sens où il coûte 4 ressources comme Diana, donc autant avoir une deuxième Diana et avoir autant 2 fois le tank de 3 points de vie. Pourquoi pas? Après, c'est une solution, on va dire, intermédiaire, pour si jamais vous n'avez pas 6 XP à dépenser pour avoir 2 Diana en même temps. Voilà. Par ailleurs, Diana est unique. Avoir un étudiant énigmatique en jeu plus une Diana, ça fait d'autant plus de tank, puisqu'ils ont des valeurs santé mentale et santé inversées, miroir. Donc c'est quand même intéressant. Et enfin, Magie Véritable fonctionne avec la transmutation alchimique. Voilà, c'est une carte qui est assez décriée, qui est très peu usitée, voire quasiment jamais. Là, je vous montre la carte de niveau 2, qui coûte 0, niveau 2. Sort, utilisation 4 charges. Pour une activation, inclinez à la transmutation alchimique et dépensez une charge. Effectuez un test de volonté de 0. Gagnez une ressource pour chaque point de réussite, jusqu'à un maximum de 4. Si un symbole spécifique là est révélé, lors de ce test, subissez un dégât. Ça occupe un slot d'arcane. L'avantage avec Magie Véritable, vous ne jouez pas la transmutation alchimique, donc vous n'avez pas besoin de la poser, donc vous économisez une action. Vous économisez un slot d'arcane, donc ça enlève déjà 2 gros soucis qu'on avait de la transmutation alchimique. Par ailleurs, vous n'utilisez pas les charges de la transmutation alchimique puisqu'elles restent dans votre main. Donc c'est un abondement en ressources, moyennant un test, mais de long terme. Et du coup, ça vient carrément limiter, contrecarrer, nuancer, voire complètement amoindrir, alors pas amoindrir, mais voilà, rendre trivial la problématique des ressources, c'est chez les mystiques, en tout cas chez Luc. Parce qu'avec la transmutation alchimique, si vous faites votre test, vous le réussissez avec une différence de 4, vous avez 4 ressources. Bon, ben voilà, 4 ressources derrière, vous pouvez jouer Diana, vous pouvez jouer l'étudiant, vous pouvez jouer plein de trucs. Alors oui, c'est moyennant une action. Néanmoins, avec le gain en tempo qu'on a avec Luc, on pourrait peut-être s'autoriser ça, même en solo. Peut-être, à voir. Après, tout dépend de l'expérience que vous avez. Après, tout le monde me dira, oui, mais bon, c'est trucoïde, on a La Planque, on a Milan Christopher si on veut, on a Élucider l'affaire pour ceux qui aiment bien jouer Élucider l'affaire. Oui, il y a plein de possibilités, clairement. Il y a les écrits cryptiques aussi, puisqu'on peut pas mal piocher avec Luc. Il y a plein de possibilités. Mais ici, voilà, Magie Véritable étudiant énigmatique, ça peut permettre d'avoir un exemplaire de transmutation alchimique dans son deck. Ça mange pas de pain. Ça vous permet d'économiser d'autres slots pour des événements que vous auriez joués pour gagner des ressources. Et c'est quelque chose, bon ben voilà, moyennant un petit test de temps en temps, avec le gain d'action que vous avez, avoir des ressources et du coup pallier votre besoin en ressources. Voilà. Bah, bon entendeur, salut. On attaque la dernière carte à présenter avant l'Outsider. Il s'agit de Révélation Stupéfiante, Like a Seeker. Pourquoi Like a Seeker? Parce que Luc, vous le savez, est biclassé avec les chercheurs, donc de niveau 0 à 2, et ce qui fait qu'il a autant de cartes utiles pour aller faire de la recherche dans son deck, et du coup utiliser Révélation Stupéfiante. Pourquoi Révélation Stupéfiante? D'abord parce que vous pouvez gagner de ressources, donc pallier encore une fois cette problématique des ressources pour les mystiques, et notamment du coup chez Luc, soit placer un secret, par exemple sur Diana Espérance. Je dis ça, je dis rien. Évidemment, voilà, le pool de cartes recherche, on a l'initié aux arcanes, le documentaliste, retourner chaque pierre, Eureka, la perfection de l'entraînement, et j'en passe. Je ne cite que quelques cartes de niveau 0 qui permettent d'avoir plusieurs choses. L'initié aux arcanes pour les sorts, il n'y a pas à en parler. Le documentaliste, par exemple pour le Dévermis, c'est parfait. Ou pour Magie Véritable aussi. Retourner chaque pierre, bon, c'est un peu cher peut-être, mais ça vous permet de tutorer n'importe quoi. La perfection de l'entraînement, j'en parle même pas. Des cartes entraînées en chercheur, il y en a pléthore. En mystique, il y en a quelques-unes, dont les promesses de pouvoir. Eureka, voilà, c'est une petite pouvoir de recherche qui est quand même assez sympathique. Évidemment, à tout cela, on ne peut occulter évidemment le sacro-saint sac à dos. Aubin, si tu nous entends. Le sac à dos, évidemment, pour
Pour Luc, ça va l'aider au niveau du dévermis, au niveau pas magie véritable, si, je sais plus, peut-être. Bref, le sac à dos, dans tous les cas, des objets, il y en aura. Le Saint-Rosaire, pour booster la volonté, plein de choses. Bref, le sac à dos, quoi. Pas forcément la version 0 XP, la version 2 XP, ça rentrera très très bien. Et du coup, révélation stupéfiante sera bien efficace. Un exemplaire sur 2, 3, peut-être, ça dépend de votre deck. À voir. Et je vais finir du coup avec le fameux Outsider, qui du coup n'est pas tant une carte peu usitée, classeur, mais plutôt une carte toute nouvelle qui n'a pas encore été utilisée à ce jour, en tout cas pas à ma connaissance. Il s'agit du Dévoreur de péché, The Thin Eater, un asset, un soutien qui est de niveau 3, qui est permanent et exceptionnel, ce qui veut dire qu'il coûte 6 XP, non pas 3, qui a le trait rituel en activation gratuite, pardon. Incliner le Dévoreur de péché, déplacer une fatalité d'un soutien que vous contrôlez vers le Dévoreur de péché. Ensuite, soit vous vous engagez, c'est dans magique, vous redressez ce soutien, soit vous placez une charge dessus, et pour une action, pour une activation action, vous détruisez, mais bon voilà, vous enlevez toutes les fatalités sur le Dévoreur du péché. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que si vous combotez le Dévoreur du péché avec le Dévermis Visteris et avec l'étudiant énigmatique, c'est fini. La boucle est bouclée et vous êtes bien, vous êtes au taquet. Le Dévoreur des péchés coûte 6 XP, le Dévermis 2 XP pour 8 XP. Vous avez une combo de ouf avec Luc Robinson. Premier temps, on active le Dévermis, on joue lire les signes, on joue suivre son intuition, on joue attirer vers la flamme. Ok, on met une fatalité sur le Dévermis. Deuxième temps, activation gratuite, on transfère la fatalité du Dévermis vers le Dévoreur de péché. Et du coup, on place une charge sur le Dévermis Visteris. Troisième temps, en capacité gratuite de l'étudiant énigmatique, on transfère la charge du Dévermis Visteris vers la boîte à portail. Et là, c'est fini. Tous les tours, dès que vous utilisez le Dévermis, vous avez une charge en plus sur la boîte à portail. C'est une autre façon, une autre possibilité à l'égard de magie véritable qui, pour moi, a cet avantage d'inclure directement avec le Dévermis une solution pour gérer les fatalités avec ce petit bonus qui est l'action du Dévoreur de péché d'annuler, d'enlever les fatalités qu'il y a sur lui. Pour moi, c'est super fort. Vous vous posez certainement la question, notamment pour les nouveaux joueurs ou les joueurs débutants. Oui, mais le Dévermis n'a pas de charge dessus. Ça n'empêche pas. On l'a vu avec l'arrivée des cartes des clés écarlates. La question s'est posée notamment avec Amina Zidane, l'investigatrice mystique de la boîte, et l'ensemble des cartes mystiques qui jouent avec cette mécanique des fatalités et des charges. Il est possible de placer des charges sur des soutiens qui ne disposent pas de charge à l'origine. Et auquel cas, à partir du moment où vous avez ces trois cartes, Luc, il roulait déjà sur l'or, là, il n'y aura plus aucun souci. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer Luc Robinson, que ça aura un peu dégrossi l'investigateur, que ça aura, on va dire, enlevé les doutes et les craintes des joueurs les plus récalcitrants, que ça aura donné envie aux joueurs les plus expérimentés de le ressortir et de tester ces petits combos qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de mettre en place auparavant, et notamment je pense au dernier. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces différentes propositions que je vous ai faites, à commenter évidemment, à proposer d'autres choses, likez, partagez, commentez, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à nous soutenir via le Tipeee de la chaîne si jamais vous appréciez notre travail. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.